Alors, nous sommes maintenant avec M. Sylvain Godet. Bonsoir, M. Godet. Bonsoir. Alors, présentation de 10 minutes. Je suis un résident de Pointe-Saint-Charles depuis une trentaine d'années, puis anthropologue de formation. On a beaucoup parlé des projets de la surface. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je vais vous parler du sous-sol, du bassin Wellington. Alors que les consultations publiques de l'OCPM sur le plan directeur de la Ville de Montréal concernant l'avenir du secteur Bridge-Bonaventure s'ouvrent depuis le 13 juin 2023 et que le débat est déjà très polarisé, une question majeure concernant le patrimoine commémoratif et funéraire du secteur est complètement ignorée des intervenants. Il s'agit de la présence dans le sous-sol de plusieurs centaines de dépouilles humaines inhumées en juin et juillet 1847 au sud du bassin Peel. Une longue recherche historique entreprise en 2014 nous a mis sur la piste de l'existence de ce cimetière oublié depuis 176 ans, alors que l'on croit communément que ce lieu d'inhumation des Irlandais se trouve uniquement au site du Black Rock sur la rue Bridge. Lors de la construction de ce fameux bassin Wellington en août et septembre 1876 par le ministère des Travaux publics du Canada, plus de 200 cercueils furent exhumés lors des travaux d'excavation. Un dépouillement systématique de la presse francophone et surtout anglophone de Montréal, entre autres le Daily Witness, jumelé à la thèse en histoire de Maude Charret-Auger de l'UQAM en 2012 intitulée « Les réactions montréalaises à l'épidémie de typhus de 1847 », nous certifie que durant les 2 premiers mois de l'arrivée au début de juin 1847 des immigrants irlandais à Montréal, en provenance de la Grosse-Île, le site d'accueil où ils étaient soignés était situé au sud du bassin Peel actuel. Ces installations existantes depuis 1831 apparaissent sur la carte de James Kane, lithographiée en 1846 sous Immigrant Shed. J'ai fourni la carte, je ne sais pas si on peut la voir. Devant l'exiguïté de ces installations et malgré la construction de d'autres abris sur ce site et avec l'arrivée toujours de d'autres immigrants, le gouvernement anglais colonial fait ériger 21 bâtisses de 100 pieds sur 30 sur le site bien connu du Goose Village, près de la Pierre Noire, près de l'emprise du futur pont Victoria. Mais ces bâtiments ne furent disponibles pour recevoir les malades qu'à partir du 1er août 1847. Auparavant, quelques 20 à 30 personnes mouraient par jour et ils étaient inhumés autour de ces premiers immigrants sheds au sud du bassin Peel. Selon le journal La Minerve du 22 juillet 1847, quelques 1500 à 2000 cadavres étaient enterrés alentour des appentis à 1 ou 2 pieds de profondeur. Des sondages archéologiques seront requis pour déterminer la superficie de ce champ des morts oubliés, laquelle nous est inconnue à ce jour. En 1876, les cercueils exhumés étaient localisés sous 7 pieds de terre. La proximité du bassin Wellington original devrait être privilégiée pour cette expertise archéologique. À ce jour, nous n'avons trouvé aucune source archivistique pour connaître les noms de ces hommes, femmes et enfants qui terminèrent leur terrible odyssée à Montréal. Une compilation des décès et inhumations des Irlandais à Pointe-Saint-Charles, tirée de plusieurs journaux en 1847-48, nous donne une idée de l'ampleur de l'épidémie de typhus. C'est mon deuxième document qui s'appelle « Mortalité des immigrants irlandais au chef de Pointe-Saint-Charles durant l'épidémie de typhus 1847-48 », tiré à partir des journaux, c'est ça. C'est pour ça qu'un mémorial important devrait faire partie des plans d'aménagement du secteur pour se souvenir de cette page d'histoire de Montréal et honorer la mémoire des Irlandais de 1847-48. L'éventualité de localiser exactement ce premier cimetière documenterait archéologiquement cette zone d'ombre de l'histoire montréalaise. Les archives du sol autour et derrière l'ancien bassin Wellington en auraient long à nous dire sur des faits et des gestes qui ont échappé à l'écriture et aussi à la mémoire collective. Le développement industriel du secteur aura détruit en partie ce lieu d'inhumation.
mais le grand nombre de dépouilles ensevelies encore présentes, d'après mes recherches, fait de cet endroit un site d'enfouissement majeur à haute valeur patrimoniale, étant localisé sur une propriété publique. Le défi est de faire toute la lumière sur ce premier cimetière des Irlandais enfoui dans le silence de l'oubli depuis 176 ans. Les sépultures humaines exhumées pourraient alors faire l'objet d'une relocalisation et d'une réinhumation dans un site commémoratif majeur autour de la Black Rock, monument très emblématique pour toute la diaspora irlandaise. D'après le Montreal Daily Star du 24 janvier 1911, cité par Colin McMahon dans son article publié en 2007 dans le Canadian Journal of Irish Studies et intitulé Montreal Ship Fever Monument and Irish Famine Memorial in the Making, lors de la comparution en 1911 devant le juge Mabbé de la Commission des chemins de fer du Canada dans la cause du Grand Tronc, dans sa demande d'exproprier le terrain du Black Rock après avoir déplacé aux grandes dames des Irlandais ce monument au parc Saint-Patrick en décembre 1900, l'avocat du Grand Tronc évoque l'existence du premier cimetière irlandais. In response, the Grand Tronc Railway, represented by W. H. Biggar, argued that the property was not a cemetery, en parlant du site de Black Rock, in the past and at present was essential to the railway for the extension of that ward et avoid congestion. Referring to his own witness statement, which confirmed that the burial of immigrants in 1847 took place in various sites throughout Pointe-Saint-Charles, the Grand Tronc Railway lawyer argued that the main cemetery was located near the Wellington Bassin, some distance from the plot of land in question, autrement dit, à une certaine distance du site de Black Rock, qui serait un autre cimetière, mais il remet en question le site de Black Rock comme étant un cimetière. Either, là c'est Colin qui parle, either ignoring, unaware of evidence to the contrary, Biggar even called into question the significance that the site in Pointe-Saint-Charles had traditionally had for Irish Catholic, commanding that no person regard the place as a cemetery, and that there was little, in fact, that some people went down to the place and took part in some kind of ceremony. Une autre source de renseignement, c'est un travail de Donovan King en 2016 qui s'appelle Montreal Irish Famine Cemetery Commemoration Struggle from 1847 to the Present. Mais je vais vous lire en finissant quelques citations tirées des journaux anglophones de Montréal. Le Daily Witness du 3 août 1876. Discovery of human remains. 3 coffins containing human have been dug up by the men working at the new bassin near Wellington Bridge. It is thought those are the body of immigrant wounded of the ship fever in 1847-48. The workmen were not a little horrified to disinter the remains of men so unexpectedly. Le Daily du 7 août 1876, Disinterring Human Remains. The Spoon Dredge, c'était comme une pépine à vapeur qui creusait, emploie in the new bassin, occasionally bring to the surface human remains, being some of those of the unfortunate immigrant, 4,000 or 5,000 in number, wounded of ship fever in 1847-1848. It is said that the remains are sometimes kept in the vicinity of the work for some length of time before being taken away, and it is a matter the health officer should look into, as it is probable that many more will be exhumed before the work is concluded. It has been suggested that a trench be dug nearby and the coffin be placed in it and covered up with disinfectant as soon as discovered. Parce qu'en 1876, à Montréal, il y a une épidémie de picote, puis là, on s'inquiète de la propagation de peut-être... C'est la Gazette du 8 septembre 1876. The new Wellington Bassin must ever be remembered from the character of the work.
It is being constructed wherever stood a fever-burning ground, and the workmen are constantly unearthing remains of victims of the field to the field disease. Human skull and other ghastly remains are being peeled en masse to be put in a cluster, while the coffins are being cremated on the spot and the ashes scattered by the wind. So far, le 8 septembre, 200 coffins have been removed. Le Daily Witness du 7 septembre 1876, quantity of human remains discovered, a fat graveyard. Lately, as many as 20 coffins have been unearthed in the New Wellington Basin. Barrels have been provided in which to place the skull and bone. A large box of the remains have already been entered in the Roman Catholic cemetery. Up to date, about 200 coffins have been removed. L'année d'après, au mois de juin 1867, ils doivent vider le canal rapidement parce qu'il y a des fuites. Puis le canal il était actif à l'époque, il y avait des bateaux, des pouvoirs d'eau pour faire fonctionner les usines. Et là, par exemple, dans le True Witness and Catholic Chronicle du 20 juin 1877, ship fever victim number some 200 or 300 and lie 3 tiers deep in a trench in the Wellington Basin. There are those in the neighborhood who remember the body being burned there during the ship fever of 1847 and 1848. Donc, c'est ça. C'est un sujet que j'ai fouillé. Alors, où sont ces restes-là? Ils sont... bon, il y en a 200 qui ont été exhumés à la construction du bassin Wellington. Il y en aura peut-être un autre 200 en 1877 qui ont apparu, mais après, je ne trouve plus d'articles de journaux. Quand ils ont fini le bassin Wellington, ils font pas... L'archéologie n'existait pas là, dans le temps. Là, ça commençait à peine en Europe. Fait qu'ils arrêtent là les travaux. Alors... Est-ce que je comprends qu'il y aurait eu comme 2 cimetières? Oui, moi, c'est mon interprétation. À cause que 2 sites où les malades étaient soignés. La ville de Montréal n'était pas prête à recevoir des milliers d'Irlandais qui arrivaient à Montréal de la Grosse-Île. Ils étaient d'abord arrêtés à la Grosse-Île, mais on les considérait comme non infectés, mais le virus, il se développait au bout de 2 semaines, ou je sais pas. Fait qu'ils arrivaient à Montréal malades. Ils débarquaient d'abord dans le port, c'était la catastrophe, ils marchaient dans les rues, tout ça. Là, ils prennent des mesures pour que les bateaux à vapeur qui les amenaient de la Grosse-Île les débarquent au canal La Chine, et là, ils étaient soignés. C'est ça, ils étaient soignés. Ils mouraient, là, c'était leur tombeau, mais il y en a qui survivaient. Fait qu'évidemment, les Sœurs Grises, les hospitaliers à Saint-Joseph, les Sœurs de la Providence, les prêtres du séminaire de Saint-Sulpice, les prêtres séculiers de Monseigneur Bourget se relayaient à tour de rôle pour avoir leur confession. Les archives, pour savoir combien qu'il y avait de morts, bien, la seule, pour l'instant, que j'ai trouvée, je vous l'ai donnée, c'est tous les journaux qui donnent le nombre de malades et le nombre de morts par jour, à cause que le 12 juillet 1847, la Ville de Montréal, elle adopte un règlement 189 pour pourvoir à des retours hebdomadaires des inhumations dans la cité. Puis il publie ces tableaux-là pour savoir si l'épidémie diminue et tout ça, tu sais. Fait que, parce que on n'a pas d'acte d'inhumation comme un cimetière. Les médecins qui les soignaient, c'était des médecins anglais avec des employés. Puis ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait des registres où ils enregistraient les malades à leur arrivée. Puis il devait y avoir une case au bout où ils disaient « il est mort, dead », là. Et ça, à la Grosse-Île, ils ont retrouvé un registre pour la Grosse-Île, mais la majorité des noms des décédés de la Grosse-Île, ils les ont par la publication dans le
le Mercury, un journal de Québec, où il publie les petits montants d'argent que les défunts laissaient et mettaient leur nom et le montant d'argent qu'ils laissaient. Ils étaient pauvres, mais il y en a qui avaient un petit peu d'argent. Parce que là, le père, la mère meurent, puis là, tu sais, il reste... fait que là, ça, pour la Grosse-Île, il y a une liste comme ça dans le journal de plusieurs noms. Pour Montréal, la décision a été prise en mois de novembre, seulement 47, où là, on oblige, mais je n'ai pas trouvé ces listes-là, ils n'ont pas été publiées pour Montréal. Il existe peut-être de façon manuscrite, où il y aurait des listes de noms de défunts avec un montant. C'est comme ça, indirectement, on a le nom d'un défunt, mais je n'ai pas leur nom, leur âge, tout ça, tu sais. Okay. Puis là, actuellement, il y a le BlackRock. Oui. Et il y a aussi des petites clôtures qui symbolisent, j'imagine, ce qui était le périmètre du cimetière. Non, c'est un terrain qui a été désigné en 1912. Le BlackRock qui a été érigé en 1859 par les ouvriers du Pont Victoria, en réalité, avec leur caisse de mutuelle, on pourrait dire, l'argent qui était prélevé sur leur paie, qui servait à secourir les veuves ou des ouvriers malades. Il y avait à chaque paie, il y avait un petit montant. Fait qu'à la fin du Pont Victoria, il restait de l'argent. Fait que là, il aurait fait un party, là. Ça aurait dépensé une quantité d'argent, mais le reste, ils ont décidé de faire le monument du BlackRock. 1859. Mais parce qu'il y avait aussi trouvé des ossements en faisant l'emprise du pont Victoria. Mais l'emplacement, la grandeur du cimetière était indiquée sur des plans. C'est plus grand que... Plus grand que ça. D'ailleurs, en 2020, le REM a construit un pilier, puis ils ont fait des fouilles à l'Université de Montréal, puis ils ont trouvé 14 squelettes, puis même encore des planches, tu sais, parce que c'est de l'argile, puis c'était bien conservé. Fait qu'à peu près, d'après la vidéo, là, on dirait que c'était comme à une dizaine de pieds plus bas, là, tu sais, dans le sol. Okay. Fait que là, la question, quelle est l'étendue? D'après moi, il reste au moins 1000 personnes là, enterrées en arrière du bassin Wellington, à côté. Puis en 2017, Marion Scott de la Gazette a fait un grand article de 2 pages. Je vous ai mis la référence. J'ai contribué à cet article-là et elle a entendu un oui-dire d'un architecte que lorsqu'ils ont construit le Costco, ils auraient trouvé des ossements, mais ils ont tenu son mort. Puis quand on regarde les cartes, c'est dans l'enlignement, là. Puis il faut penser, c'était des fossoyeurs qui les enterraient la nuit, ils accumulaient les cercueils, et là, ils creusaient comme une grande tranchée, ils mettaient 3 cercueils, probablement un par-dessus l'autre, puis 2 pieds de terre. Mais là, vous en mettez 3, 6, 9, là, 1000. Ça en va loin, là. Ça va loin. Oui. Le temps presse. On a encore peut-être une question ou deux. Kumba? Oui, alors une question très rapide. À quoi ressemblerait un mémorial idéal? Moi, je verrais comme un gros centre d'interprétation, un peu comme à Grand Prix. Moi, je suis un descendant acadien. Et à Grand Prix, en Nouvelle-Écosse, Parc Canada a fait un grand centre d'interprétation pour parler de la déportation des Acadiens qui étaient à Grand Prix. Alors, avec un musée, tu sais, avec la pierre noire qui serait le monument, elle pourrait peut-être être à l'intérieur, mais bon, c'est sûr qu'elle marque la sépulture là, et ils se sont battus, les Hollandais, pour qu'elle reste là, tu sais, Pascal Fleury, l'autre fois, vous demandiez est-ce qu'on pourrait la déplacer, puis tout ça, mais il faudrait que les Irlandais, que ça soit un projet, tu sais, mais il y a un potentiel parce que la pierre noire, c'est le monument le plus ancien dans la diaspora irlandaise qui parle de la grande famine, tu sais.
Il y en a à Toronto, il y en a à Kingston, à Dublin, qui ont été faites plus récemment. Mais la pierre noire, c'est ça. C'est ça. Fait que là, il y a comme un chantier archéologique là, en dessous de nos pieds, tu sais. Il faut faire des sondages archéologiques. Fait que c'est ça. Puis là, je vous ai... Ouais, c'est ça. Fait que moi, j'ai étudié en anthropologie, en archéologie. Fait que... Puis c'est ça, les ossements qui ont exhumé en 1876, grâce à Bernard Develin, le député fédéral de, je pense que c'était Montréal-Centre, avec le premier ministre Alexander Mackenzie, deuxième premier ministre du Canada. Le premier ministre fédéral, il paye les dépenses pour avoir un terrain au cimetière Côte-des-Neiges, près du monument des pompiers, pour exhumer les restes qui sont... mais évidemment, c'est comme si la construction du bassin Wellington, c'est comme si c'était un site archéologique, mais ça faisait 29 ans. Mais les gens du Griffintown, ils savaient que leurs parents étaient enterrés là. Mais il n'y a rien qui marquait le cimetière, sauf au début des années en 47-48, il y avait apparemment une croix noire en bois. Puis aussi, avant la roche noire, il y avait une croix noire en bois qui sont disparues pour marquer le lieu d'inhumation. C'est ça. Merci. Parfait. Mais écoutez, merci beaucoup, M. Godet, pour votre participation. C'est très intéressant. Je continue la recherche. Il y a bien d'autres archives à parcourir, des preuves à accumuler. Mais c'est sûr que si on creuse 10 pieds, là, on risque de trouver. Pas partout, mais là, je ne vous ai pas parlé du petit cimetière des Colériques qui apparaît sur la carte de 1846, qui est près de la rue Mille, là. Un petit cimetière moins important, mais de 1832-34. OK. Bien, merci beaucoup. Fait que, merci. Merci à vous. Donc, on revient dans quelques instants avec M. Pascal Harvey.